Un film qui a réjoui les amoureux de sport mécanique, Le Mans 66, où Ford v Ferrari dans sa version originale. Et attention, c'est pas Ford versus Ferrari, c'est bien Ford V comme victoire, Ferrari. C'est-à-dire le titre d'entrée de jeu te dit à la fin c'est Ford qui gagne. Et ce qui est fort, c'est que en fait, Ford gagne contre Ferrari. Il reste à peu près 20 minutes de film, pas loin d'une demi-heure, et ils arrivent à construire encore une dramaturgie autour de ça. Ça, c'est assez chouette. Donc, comme le titre l'indique, ça raconte la victoire de Ford au Mans avec la GT40 développée par Carroll Shelby et mise au point par Ken Miles face à Ferrari qui semble avoir fondé toute sa réputation uniquement dans la Sarthe et Zob la Formule 1. Le film est vraiment chouette, commençons par ça, c'est un super film. Ils ont recréé l'ambiance de l'époque, ils ont refait une route exprès pour filmer les voitures en train de se frotter dans les hunaudières. Bref, la réalisation est superbe. Quatre nominations et Oscar du meilleur montage. Je suis mal placé pour juger. Bon, normalement, vous avez déjà vu le film, sinon c'est que vous n'aimez pas les voitures, je sais pas. En termes de cinématographie, c'est sans doute pas un incontournable. Mais pour les bagnoleux, oui, ça l'est, absolument. Vous en avez entendu parler par tellement de monde que je ne vais pas m'attarder sur le film en soi. Mais si en plus d'aimer les voitures, vous avez un peu de culture dans le domaine, il y a forcément des petits trucs qui vous auront fait tiquer durant le visionnage de ce film. Après tout, c'est un film. Donc on s'arrange avec la réalité pour que ça passe mieux et que ça fasse une histoire un peu plus sympa qui nous accroche tout le long. Puis c'est un film américain, donc il y a forcément le héros, si ce n'est le super-héros, avec son sidekick face au reste du monde et à quelques gros méchants, dont les pires ennemis sont à l'intérieur même de leur camp. Mika! Alors, je vous divulgage tout de suite le film. À la fin, le bateau coule, mais comme on l'a dit, c'est écrit dans le titre original, on le savait déjà. Non mais sérieux, sans toucher au plaisir de voir le film, vous savez qu'à la fin, les trois Ford passent la ligne en même temps pour la photo. Et que si Ken Miles était en tête, c'est Bruce McLaren dans la deuxième qui est déclaré vainqueur parce que, en étant moins bien qualifié, il était parti de plus loin sur la ligne. Il avait donc parcouru une plus grande distance. C'était la règle à l'époque. Vraiment, au moins, c'était la distance qui comptait. C'était pas le temps de passage sur la ligne. Alors, si vous connaissez la photo, vous savez que c'est la numéro 2 de McLaren qui franchit la ligne en premier. Pas comme dans le film, du coup. Et sous la pluie. Alors que le film nous montre un soleil que peu de manceaux ont déjà vu dans leur vie. Big up le 7 au carré. Ah, certes, la numéro 1 de Miles avait mené, fait la course en tête, tout ça. Ford voulait effectivement la photo avec les trois voitures de front et a dû demander l'autorisation à la direction de course pour cela. Parce qu'on fait pas ce qu'on veut sur un circuit sous peine de sanctions financières généralement, parce que les sanctions sportives... quelque part on s'en fiche. Et le collège des commissaires avait accepté, mais rappelé que la distance ferait la victoire, blablabla. Donc l'enjeu n'est pas découvert après le passage de la ligne, et Miles a en effet accepté de lever le pied, sachant qu'il ne serait pas le vainqueur. Il a levé le pied suffisamment pour ne pas franchir la ligne en tête, pour que le public n'ait pas à comprendre que la voiture qui franchit en premier n'est pas la première de la course. Mais je trouve ça encore plus beau, en fait, le geste de Miles, que la résignation qu'on voit dans le film et qu'on comprend pas dans le film. C'est le premier truc qui m'a chatouillé parce que on entend que Miles tourne en 3,30, record du tour, et qu'il a 4 minutes d'avance sur la deuxième voiture. Donc, il a plus d'un tour d'avance. Donc, même en ralentissant pour attendre ses deux comparses, il aurait parcouru plus de distance que McLaren, puisqu'il aurait fait un tour de plus. Donc, quel est l'enjeu pour lui de choisir s'il va ralentir dans son dernier tour ?
j'exagère le trait, moi aussi, parce qu'en réalité, le duo Ken Miles, Denny Hulme, dont une marque a repris le nom pour lui rendre hommage, avait plusieurs tours d'avance avant le fameux problème de frein qu'on voit un moment dans le film. La réparation prend du temps, n'est pas faite correctement, il faut s'arrêter au stand de nouveau. C'est ce qui permet au duo Bruce McLaren et Chris Hammond de rattraper la numéro 1. En vrai, c'est pas Miles qui avait le record du tour, mais il faut un héros. D'ailleurs, il n'était pas seul dans la voiture, ils étaient deux à se relayer à l'époque. On oublie un peu trop son copilote. Idem pour McLaren qui est déclaré vainqueur à sa place, alors qu'ils sont deux à avoir gagné et deux à avoir été deuxième. Mais personne n'a retenu le nom des coéquipiers. Triste. D'ailleurs, on dramatise avec Miles qui est rejeté par Ford et qui reste à la maison en 65, écoutant la course à la radio, et génie de la mécanique qu'il est, il prédit avec exactitude les pannes des voitures qu'il a, donc mal conçues. Sauf qu'en 65, Miles était au Mans, dans une GT40, qu'il partageait avec McLaren, justement. Voilà. Et ils ont bêtement abandonné. C'est vrai que Ford avait des réticences, Miles étant sans doute trop nerveux pour eux, mais pas au point qu'on ne le voit à l'écran. Et surtout pas au point que Shelby piège l'état-major en emmenant le grand patron faire un tour dont je ne sais toujours pas en quoi ça justifie de faire courir Miles. Mais ça fait une super séquence. Et je reconnais que les larmes d'Henry Ford le second, pensant à son père, sont touchantes. Elles humanisent un personnage qui serait apparu comme un grand méchant arriviste tout mou, sans cela. I wish my daddy, he were alive to see this. To feel this. Et ce qui est épatant, c'est que effectivement, Henry Ford II a donné le départ de la course, alors qu'il avait la réputation de ne jamais aller sur les compétitions. Alors j'ai la flemme de vérifier pourquoi, si vous trouvez la réponse, vous êtes sympa, vous me la notez dans les commentaires. Mais le film commence sur le même genre d'erreur historique en nous disant que Shelby a été le seul Américain à avoir remporté les 24 heures du Mans. Mais non, il y a deux États-Uniens qui l'ont remporté avant lui. Luigi Chinetti, qui comme son nom l'indique était italien, qui l'a remporté 2 fois en qualité de pilote italien, puis a obtenu la citoyenneté états-unienne après-guerre et a gagné encore une fois en 49, donc en tant qu'Américain, sur une Ferrari. Et Phil Hill, à ne pas confondre avec Graham, qui était britannique, en 58, soit un an avant Shelby, et sur Ferrari aussi, parce que le film a assez raison sur ce point. Le Mans, c'est une course de 24 heures, et à la fin, c'est Ferrari qui gagne à l'époque. Les 6 éditions précédentes, Ferrari a non seulement gagné, mais a remporté la 2e place aussi. Pire, de 61 à 65, Ferrari a fait 1, 2 et 3 à chaque fois. Donc oui, Ferrari est l'ogre à battre sur cette plus grande course automobile du monde. D'ailleurs, le film veut nous faire croire que Ferrari découvre les Américains avec les GT40 et sa pointe de vitesse dans les lignes audières, sauf que en 64, derrière les 3 Ferrari, et devant 2 autres Ferrari, on retrouve une AC Cobra Daytona de Shelby, avec le moteur Ford. En 64 d'ailleurs, la GT40 était déjà là, et en 65, c'est déjà une équipe américaine qui gagne, sur Ferrari. Donc, pas Bandini qui apparaît pourtant comme le némésis de Ken Miles, beau, brun, bronzé, ténébreux, haineux. Bandini l'a emporté en 63, il était pilote officiel de la Scuderia en 66, mais il n'était pas particulièrement favori, sauf qu'il faut un méchant. Shelby l'emporte en 59 sur une Aston Martin, donc en effet, il est le seul Américain à l'avoir remporté sur une autre voiture qu'une Ferrari. Ouais, bon allez, c'est trop long pour un film américain. Alors, il n'a pas pris feu pendant un ravitaillement comme on le voit à l'écran. Enfin si, c'est arrivé à un de ses coéquipiers, donc pas à lui, un Américain aussi, et sur une autre course de la saison. Et c'est pas après sa victoire que Shelby apprend ses problèmes cardiaques. En fait, il a gagné le Mans en gardant tout le temps une pilule sous la langue en cas de besoin durant un relais, et en ne disant rien à son équipe. Donc Shelby est le seul Américain à avoir gagné le Mans sur une autre voiture qu'une Ferrari, une Aston Martin.
Une voiture anglaise, donc, ce qui peut expliquer son choix pour l'AC au moment de chercher à faire un roadster pur juré américain, et de la Lola pour la GT40. Alors attention, c'est pas lui qui a choisi la Lola, c'est pas une erreur, hein, c'est effleuré dans le film, la GT40 n'est pas à proprement parler une Ford, c'est une Lola, un moteur Ford. J'ai envie de caricaturer en disant que c'est presque une Formule 1 à laquelle on a greffé un V8, avec l'assistance technique de Détroit, et une carrosserie en fibre de verre. Bon, pour le contexte, c'est à peu près cela. Henry Ford II est nommé à la tête de l'entreprise au début des années 60. Il comptait déjà s'engager au Mans, une course qui faisait rêver, et n'a pas attendu le revers infligé par Enzo Ferrari pour se lancer dans cette aventure. Que le commendateur refuse de se vendre à Ford a pu accélérer le processus. La raison invoquée est proche de la réalité. Effectivement, Ferrari voulait continuer de diriger le département compétition, et Ford ne voulait pas. Ford voulait acheter Ferrari pour son service compétition. Pas pour que le vieux chef leur bouffe tout leur pognon sans en rendre compte. Résultat, si Ferrari avait voulu s'engager sur un terrain où dominait Ford, par exemple les 500 miles d'Indianapolis, Ford aurait pu mettre son veto, ça lui plaisait pas. Ferrari voulait peut-être faire monter les enchères avant de vendre à la Fiat, comme évoqué dans le film, et comme moi-même je le croyais quand j'étais gamin, je sais pas par quel journaliste ou par quel livre c'était colporté. Sauf que le rachat de la Scuderia par le géant turinois s'est initié 6 ans plus tard. L'échec des négociations avec Ford, j'ai comme un doute quant à cette légende pourtant bien répandue. Hein. J'y croyais aussi jusqu'à essayer de relier les points autour de ce film et de repérer les incohérences. Revenons à la course. L'année suivante, donc 1964, 3 GT40, conçus par Eric Broadley de Lola Cars, sont engagés au Mans. Et une va même mener, mais elles vont tout abandonner sur problème mécanique. Donc comme dans le film, mais un an plus tôt. Les problèmes évoqués dans le film sont bien vrais. Hein. L'avant se soulève, l'arrière décroche, et c'est bien l'équipe de Shelby et Miles qui va les résoudre. En un peu plus de 90 jours tout de même, mais avec une armée d'ingénieurs et de techniciens de chez Ford, et pas que ceux avec le gros ordinateur. En 65, nouvelle débandade malgré tous leurs efforts, celle-ci est dans le film. Je sais pas si l'entretien entre les deux patrons s'est réellement passé comme on nous le montre. Comme on nous le montre, l'entretien entre les deux patrons s'appuie sur le récit dans un livre de mémoire de Léo Bébé. C'est le méchant de l'intérieur. Des bandades semblables chez les Italiens, puisque les PD officiels ont abandonné peu de temps après la dernière GT40. Mais sachant Ford venant avec une douzaine de voitures, Ferrari avait demandé à tous ses distributeurs de s'engager et avait aussi une douzaine de voitures au départ, sous différentes couleurs. L'important, c'est pas que ce soit l'écurie officielle qui l'emporte, mais qu'une Ferrari gagne. Une Ferrari engagée par une américaine, je l'ai déjà évoqué. Et en 66, il y a bien 3 GT40 aux premières places, mais sur la quinzaine de GT40 engagées, il n'y en a pas une seule autre à l'arrivée. En 67, une GT40 quatrième version avec châssis et une carrosserie totalement différente l'emporte devant une Ferrari. La victoire américaine n'a donc pas dégoûté les Italiens, ils sont toujours là. Notons que cette nouvelle voiture, à la différence des précédentes, est bien une Ford à part entière, pas une Lola améliorée. Donc Ford a bien remporté Le Mans avec une voiture 100% américaine. Sauf que les vitesses atteintes cette année-là incitent les organisateurs à changer le règlement dès l'année suivante, pour 68, n'autorisant que les protos de moins de 3 litres et les voitures de production jusqu'à 5 litres. Ferrari a donc refusé de participer parce qu'il ne rêve que de protos et de gros V12, et c'est la génération 65 de la GT40 qui avait été produite en version route, qui est réengagée dans la catégorie inférieure par un privé, la fameuse Golf, et qui l'emporte. C'est encore une fois l'hécatombe des autres GT40, on ne parle que des gagnants, mais cette machine à vaincre n'était pas un exemple de fiabilité. En 69, c'est encore une GT40 qui l'emporte avec Jackie X. C'est la fois où il a pris le départ en marchant tranquillement pour traverser la piste et rejoindre son véhicule en prenant le temps de bien s'harnacher tout ça avant de s'élancer. Mettant fin donc au fameux départ inventé au Mans. On pourra reparler de ça plus tard, pourquoi est-ce que les coureurs devaient traverser le Mans. C'est la dernière fois que ce type de départ en courant à travers la piste est donné. Et c'est aussi la dernière victoire d'une GT40 au Mans au général de justesse devant une Porsche, la marque qui va dominer l'épreuve dans les décennies qui s'ouvrent. Ça, c'est une toute autre histoire, mais reconnaissez qu'il y aurait matière à faire des suites. Le Mans 67, où la tragédie s'appuie sur la débâcle des GT40 aux 24 heures de Daytona, remportée par Ferrari, 1, 2 et 3,
la toute nouvelle P4, bien mieux préparée. La revanche s'annonçait une belle. Et Le Mans, malgré tout, remporté par Ford, je l'ai déjà dit, sera parfait pour le roman américain, puisque c'est le héros national qui l'emporte à la fin. Je reviens sur le rejet de Miles par Ford avec le défi de gagner Daytona qu'il réalise au tout dernier moment, parce qu'il avait été bridé à 6000 tours minutes jusque-là. Alors non, c'est pas vrai. Il a bien gagné cette course, mais avec plusieurs tours d'avance. Et de toute façon, il faisait déjà partie de l'équipe l'année d'avant. Encore une fois, il faut exagérer pour faire un film avec la dramaturgie. Ce que je trouve dommage, c'est que l'histoire originale est tellement belle et palpitante qu'on n'avait peut-être pas besoin d'en rajouter autant. Miles était lui-même constructeur et préparateur de voitures de course, généralement sur des bases anglaises, parce qu'il était anglais. Il a effectivement été disqualifié sur un point de règlement à la con, pas pour la capacité du coffre, mais sur l'élargissement des ailes, donnant d'ailleurs la victoire à l'acteur James Dean sur cette course-là au passage. James Dean étant mort en 55, du coup la chronologie n'est pas respectée et le coup du réservoir qui doit tenir dans le coffre, ça a existé mais sur une autre course et donc les AC Cobra originels ont ce petit angle de chaque côté du coffre. Si vous avez l'occasion d'en croiser une un jour, vous verrez. On comprend que ces scènes-là permettent surtout de montrer le côté grincheux du monsieur. Il ira piloter pour Shelby après la faillite de son garage. C'est aussi évoqué dans le film, on passe bien trop vite dessus pour que le public le comprenne. Alors, fan service pour les vrais passionnés purs et durs, ou est-ce que c'était juste pour essayer de donner des éléments de contexte? Là, je sais pas. Et si la course qu'on voit à l'écran s'est pas déroulée exactement comme on la voit, certaines passes d'armes sur la piste du monde se sont pas déroulées comme on les voit. J'ai repensé à la façon de faire ce film et ces scènes m'ont impressionné. J'espère qu'elles vous ont plu aussi. Et là, je suis partagé parce que je trouve que Rush est un film plus porteur sur la course automobile. En est-il pour autant moins parlant pour le grand public? Je suis pas sûr. Et puis au Mans, il y avait déjà eu le film de Steve McQueen et le Michel Vaillant de Besson, enfin de Couvert. Je suis pas en train de dire que Michel Vaillant est mieux que le Mans 66, pas déconner non plus. Non, vaut mieux voir les ricains se tirer la bourre, ça a plus de gueule. Mais que restera-t-il de ce film? Il est bon, mais sur un marché de niche et sans être particulièrement devenu culte. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo. Et si vous l'avez pas vu, je sais pas ce que vous faites encore là.